Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints et de nous aider à faire parler de la migraine. Euh, j'ai pas entendu la question, Sébastien, je pars tout de Alors, suite. je vous disais seulement bonjour. Avec nous également pour cette conférence de presse, Floriane Boulanger. Vous êtes migraineuse chronique. Vous nous expliquerez comment cela bouleverse votre quotidien, mais aussi vos études et votre vie sociale. Bonjour Floriane. Bonjour. Docteur Geneviève de Marquet, vous êtes neurologue au CHU de Lyon, spécialisée en migraines et céphalées, et vous êtes présidente de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Docteur Prisca Rolande Bassolé, vous êtes neurologue et enseignante-chercheur au Sénégal et vous nous parlerez de l'hypersensibilité sensorielle. Bonjour docteur. Bastien, bonjour à tous. Et docteur Claire Bolland, vous êtes spécialiste en médecine interne et acupuncteur à la clinique Saint-Jean à Bruxelles, enseignante et membre du conseil d'administration de l'Association belge des médecins acupuncteurs. Et vous nous expliquerez comment l'acupuncture peut soulager la douleur des patients. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, vous l'aurez sans doute compris, nous allons aborder dans ce quatrième sommet l'hypersensibilité sensorielle, la génétique et l'acupuncture. Pourquoi ces choix, Sabine? Alors, parce que la recherche avance et on veut le montrer chaque année, montrer un peu plus que des chercheurs s'intéressent vraiment à la migraine. Au cours de ce sommet francophone, nous aurons l'occasion de parler de la migraine et de la génétique, parce que les connaissances avancent et que la migraine n'est pas une maladie de bonne femme. Nous présenterons aussi l'hypersensibilité sensorielle, parce que ce sont des symptômes qui handicapent vraiment beaucoup les patients dans la vie quotidienne. Et enfin, nous avons à cœur de mettre en avant les interventions non médicamenteuses. Nous avons choisi l'acupuncture parce que c'est la seule qui présente des données réellement robustes dans le traitement de la migraine. Alors, docteur Demarquet, avant de parler génétique, est-ce que vous pourriez d'abord nous résumer ce qu'est la migraine? Oui, 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 bien sûr. Alors, la migraine, c'est une maladie. C'est une maladie neurologique qui se manifeste d'une part par une céphalée, c'est-à-dire une douleur au niveau de la tête, et des symptômes non douloureux, mais qui sont très invalidants. Et ça, c'est très spécifique de la migraine. Il peut y avoir des troubles digestifs, des nausées, voire des vomissements, et une hypersensibilité sensorielle. Tout devient insupportable, la lumière, le bruit, les odeurs. Je crois que ça sera rediscuté un petit peu plus tard. Ces crises, elles peuvent durer jusqu'à 3 jours et se répéter plusieurs fois par mois, parfois plus de 15 jours par mois en cas de migraine chronique. Et puis, on va en redire un mot, certaines migraines sont précédées de symptômes neurologiques transitoires. On appelle ça une aura migraineuse. Le plus souvent, c'est une aura visuelle. Les patients vont voir des taches, vont voir des zigzags, vont avoir une amputation du champ visuel. Ils vont plus voir d'un côté ou au centre du champ visuel. Ça dure généralement 20 à 30 minutes avant le début de la douleur. Il peut y avoir d'autres symptômes. Il peut y avoir des fourmillements, ce qu'on appelle une aura sensitive au niveau de la bouche. Il peut y avoir des troubles de la parole. Les patients sont incapables de trouver un mot ou vont mettre un mot à la place d'un autre ou vont avoir des difficultés à comprendre ce qu'on leur dit. Et puis, dans certains cas, on va en reparler, il y a une migraine avec une aura motrice, c'est-à-dire que les patients vont être paralysés, il va y avoir un déficit moteur d'un bras, d'une jambe. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Parfois, il y a des symptômes encore plus rares. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle le syndrome d'Alice au pays des merveilles, où les patients ont l'impression que leur corps ou une partie de leur corps va diminuer ou rétrécir, exactement comme syndrome, comme Alice au pays des merveilles. Donc, ces symptômes, ils durent environ 20 minutes, 30 minutes et surviennent avant le début de la céphalie. La migraine est-elle une maladie génétique, une maladie héréditaire? Et finalement, quelle est la différence entre ces deux termes? Alors, une maladie génétique, c'est une maladie qui est causée par une anomalie d'un gène ou d'un chromosome. Et cette anomalie, soit elle survient spontanément, c'est une mutation de nouveau, soit elle est transmise par l'un des deux parents. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de maladie génétique
héréditaire. Alors, dans la migraine, on sait qu'il y a des antécédents familiaux. Les patients, souvent, ils vont rapporter que plusieurs personnes de leur famille présentent également des migraines. Donc, ça fait très longtemps qu'on pense qu'il y a vraiment une implication génétique. Alors, pour l'instant, il n'y a pas un seul gène qui est découvert. Il y a une fragilité, une susceptibilité génétique. Il y a une seule forme de migraine où il y a la mutation de gènes qui peut causer vraiment cette maladie. C'est la migraine hémiplégique familiale. Alors, qu'est-ce que la migraine hémiplégique familiale? Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement la différence entre celle-ci et les formes plus classiques de migraine? Alors, la migraine hémiplégique familiale, c'est une maladie qui est très rare, qui va se manifester par une aura. On en a parlé tout à l'heure, une aura visuelle. Les patients voient des taches ou ne voient pas du tout le champ visuel, une aura sensitive, des fourmillements, des troubles de la parole et une paralysie. La différence, c'est que la paralysie, quand il y a une mutation d'un gène, elle peut durer plusieurs heures, mais parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut imaginer que le patient est paralysé un peu comme un AVC pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Il peut y avoir aussi d'autres manifestations cliniques en dehors de cette paralysie. On sait qu'il y a des cas d'hyperthermie. Les patients vont avoir 39-40 et le diagnostic, bien sûr, est difficile. Et il y a même des cas de coma dans cette forme de migraine hémiplégique. Et pour cette forme de migraine, il y a plusieurs gènes qui ont été mis en évidence et qui causent cette maladie. Et la découverte de ces gènes a été très importante pour comprendre les mécanismes à l'origine des migraines et surtout les mécanismes à l'origine de cette aura migraineuse, puisqu'il y a beaucoup d'arguments qui montrent que l'aura migraineuse est liée à une onde électrique, en fait, qui passe à la surface du cerveau, donc une onde électrique qui s'appelle la dépression corticale envahissante. Et la mutation de ces gènes, elle va augmenter le risque de dépression corticale. Alors, certains patients subissent pendant de longues années des errances de diagnostic. Comment expliquer que pendant si longtemps, finalement, des symptômes pourtant gravissimes aient été attribués, par exemple, à des versants dépressifs? Alors là, effectivement, alors déjà, il faut rappeler que la migraine hémiplégique, c'est une maladie qui est rare et du coup qui n'est pas tout à fait connue, il n'est pas classique de penser à une migraine quand un patient est paralysé, hein. Quand la première fois, on va plutôt penser à un AVC ou à une autre maladie ou lorsqu'un patient est dans le coma. Donc c'est une maladie qui est rare avec des symptômes qui ne sont pas toujours faciles et le diagnostic est de plus en plus facile grâce au progrès de la génétique. Mais effectivement, on a des patients qui ont été avec des errances où on les a considérés comme des dépressifs ou qui faisaient des crises de tétanie, alors qu'ils faisaient vraiment une migraine hémiplégique. Comment ces gènes interagissent-ils avec l'environnement des patients? Alors, c'est une question qui est difficile, qui est hyper intéressante, mais qui est difficile. On considère effectivement deux aspects dans la migraine. Un terrain génétique, une susceptibilité génétique. Tout le monde ne fait pas une crise de migraine. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours connues. Les patients ont l'impression que tout le monde fait des crises. Non, certains patients vont faire des crises de migraine. Et il y a l'environnement, bien sûr, qui va jouer un rôle très, très important. Donc, des facteurs environnementaux. Et on considère que les migraineux sont sensibles aux changements. Ça peut être les changements hormonaux, notamment le cycle menstruel chez les femmes. Ça peut être les changements de rythme, par exemple la migraine du week-end, mais il faut quand même rappeler que beaucoup de crises de migraine surviennent sans facteur déclenchant évident. Donc il y a beaucoup encore de recherches à faire pour essayer de comprendre justement ces interactions. Concernant la migraine hémiplégique, tous les gènes qui ont été découverts pour l'instant, et on sait qu'il y en a d'autres encore qui ne sont pas découverts, ils vont entraîner une excitabilité dans le cerveau et donc plus de risques de fabriquer cette onde électrique de dépression corticale envahissante et donc de causer une migraine. Où en est la recherche et qu'en est-il de la thérapie génique? Alors, il y a beaucoup de recherches là, comme le disait Madame de Brémaker, il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans la migraine et ça, c'est vraiment très, très important. Pour l'instant, la thérapie génique n'est pas à l'ordre du jour, même dans la migraine hémiplégique familiale où on connaît les gènes. En revanche, la recherche a beaucoup avancé pour essayer de comprendre les molécules qui étaient impliquées au cours des crises de migraine. Donc là, on n'est plus vraiment sur le côté génétique, même s'il y a sûrement une influence. Et notamment, on sait qu'il y a une molécule qui s'appelle le CGRP,
qui est augmenté pendant les crises de migraine. Et la recherche, ces dernières années, a permis de fabriquer des nouveaux médicaments qui permettent de bloquer ce CGRP, soit avec des anticorps, donc ce qu'on appelle des anticorps anti-CGRP, soit avec des toutes petites molécules qui bloquent le récepteur de cette molécule qu'on appelle des GEPAN. Donc il y a eu beaucoup de recherches, ça c'est très très important. Malheureusement, la France, c'est un des rares pays, je crois qu'il y a juste la Pologne et la France en Europe qui n'ont pas le remboursement de ces médicaments qui sont très chers et malheureusement, beaucoup de patients ne peuvent pas payer ces médicaments. Et on aura l'occasion d'en reparler dans cette conférence de presse. Merci, docteur, pour toutes ces explications. Et à tout à l'heure pour répondre aux questions des journalistes. Nous allons maintenant parler avec vous, docteur Bassolet, de l'hypersensibilité sensorielle en lien avec la migraine. Pouvez-vous d'abord nous donner la définition d'hypersensibilité sensorielle, docteur? Alors, l'hypersensibilité, c'est une réaction, une réponse plus forte que la moyenne de la population à différents types de stimuli qui peuvent être soit émotionnels ou sensoriels. La sensorialité va se rapporter par contre aux sensations perçues par les cinq sens, que ce soit la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Comme le disait tantôt docteur Demarquet, l'hypersensibilité en lien avec la migraine va être définie comme cette réaction-là, plus intense ou plus négative à ces différents stimuli qu'on a énumérés tantôt, vue, toucher, odorat, ouïe et goût, par rapport à la population générale lorsqu'un patient a justement des céphalées d'allure migraineuse. Et où en est la recherche sur cette question? Alors, comme le docteur Demarquet le disait également, la recherche a beaucoup évolué, qu'elle soit préclinique ou clinique, et grâce justement à cette avancée des études expérimentales à ce propos sur la physiopathologie de la migraine, on a vu apparaître en fait une notion qu'on appelle celle de sensibilisation centrale. Et cette sensibilisation centrale va se définir comme un phénomène qui va associer à la fois un déséquilibre entre des neurones, euh, créant au niveau de deux systèmes, un excitateur et un inhibiteur, une hyperexcitabilité membranaire. Alors, cette hyperexcitabilité membranaire va interagir avec d'autres phénomènes, dont la plasticité neuronale centrale, l'existence d'une soupe inflammatoire, comme on le dit, avec l'arrivée de nombreux neuromédiateurs algogènes, avec surtout l'existence du CGRP, et interagir avec d'autres voies, des voies dites thalamiques, des voies trigéminovasculaires, des voies visuelles, des voies olfactives, des neurones au niveau du tronc cérébral, les ménages, des voies somatosensitives à l'extérieur de l'encéphale, et entraîner justement cette hyperexcitabilité qui explique justement la survenue de l'hypersensibilité sensorielle qu'on retrouve chez les patients avec migraine. Tous les sens sont-ils touchés et le sont-ils pour tous les patients? La majorité des sens peuvent être touchés. Ça peut être la vue, ça peut être l'ouïe, l'odorat, le toucher, mais cependant à des degrés, à des périodes différentes chez les mêmes patients. Comment ça se traduit concrètement, cette hypersensibilité sensorielle? Comment est-ce qu'il l'aperçoit le patient? L'hypersensibilité sensorielle pour chaque sens touché peut se traduire par différents symptômes. On pourra trouver par exemple une peur de la lumière, on parlera de photophobie, qui peut prendre la forme d'une aggravation de la céphalie migraineuse lorsque le patient est exposé à la lumière, ou simplement de ce qu'on appelle une allodynie photique. Dans l'allodynie photique, en fait, il n'y a pas de douleur en tant que telle, mais la lumière devient elle-même désagréable au point où le patient est obligé d'utiliser par exemple des verres teintés pour éviter l'exposition à la lumière. On pourra avoir également une atteinte d'autres sens, telle que la peur de tout ce qui est son, avec une hypersensibilité au son, même pour des sons dits normaux, un chuchotement, voilà, un voisin qui parle juste à côté, ce qui va causer un évitement voilà, d'endroits où on est plutôt sujet à ces sons-là. On peut également avoir une peur au niveau de l'odorat, une sensibilité accrue de l'odorat, on parlera d'osmophobie,
Donc, ce sont des patients qui vont avoir une sensibilité accrue à certaines odeurs pendant la crise de migraine, voire un peu plus après la crise de migraine, ce qui fait que ces patients vont éviter tous les endroits où il peut avoir une exposition, comme par exemple un restaurant où il y a beaucoup d'odeurs culinaires, et on peut imaginer un peu quel peut être l'impact voilà, social par rapport à cette osmophobie. On peut également avoir ce qu'on appelle l'allodynie, qui est une sensation d'inconfort ou de douleur qui va résulter euh, d'un stimulus qui normalement n'est pas censé être douloureux. Par exemple, une caresse ou l'utilisation simplement d'une brosse pour se brosser les cheveux qui peut générer au niveau du cuir chevelu de la douleur alors qu'elle n'est pas censée justement entraîner une douleur. Voilà un peu comment est-ce que les patients peuvent vivre cette hypersensibilité. Ces symptômes d'hypersensibilité sensorielle sont-ils considérés comme annexes ou comme partie intégrante de la maladie migraineuse? Alors, ces symptômes font partie de la maladie migraineuse. Ces symptômes font partie de la maladie migraineuse parce que leur prévalence n'est pas négligeable chez les patients avec migraine. Par exemple, les travaux de la littérature ont montré que la photophobie est rencontrée chez plus de 80% des patients adultes avec migraine. En population pédiatrique, elle a une prévalence de près de 90%. La phonophobie, quant à elle, est présente lors des crises aiguës de migraine chez 70, voire 80% des patients. L'osmophobie et l'allodynie vont se retrouver respectivement chez 62 et chez 40 à 70% des patients avec migraine. Aussi, il faut reconnaître que la classification internationale des céphalées, qui est la Bible des céphalées, reconnaît ces symptômes dans la définition clinique de la migraine, donc ce qui leur accorde toute leur importance. La phonophobie, la photophobie, l'osmophobie ont un impact sur la vie familiale, sociale et professionnelle des patients. Comment est-ce que vous expliquez que cette hypersensibilité sensorielle soit autant sous-estimée ou stigmatisée? Il faut d'abord reconnaître qu'un patient qui vit avec la migraine, qui est une affection chronique, est tout simplement lui-même stigmatisé par rapport à, voilà, à d'autres pathologies. Donc, et les travaux de Fernandez et Martinez en 2020 l'ont prouvé. Donc, imaginez comment ce phénomène d'hypersensibilité sensorielle, encore peu connu ou mal compris, peut subir un effet plus important parce que la migraine est trop souvent considérée comme un symptôme, c'est-à-dire la céphalée, et non comme une maladie entière, avec tous les symptômes à côté d'hypersensibilité qu'on peut retrouver. Aussi, les patients qui n'ont pas été assez informés à ce propos ne vont pas rapporter directement lors d'un échange avec le médecin tous ces signes sensoriels qui sont jugés souvent anodins comparativement à la douleur céphalgique elle-même. En plus, il peut exister une variabilité interindividuelle des symptômes, ce qui fait que on ne peut pas les retrouver systématiquement pour tous les patients. Donc, il va en découler une difficulté dans leur identification et leur étude. Et cette difficulté-là ne va pas permettre une meilleure corrélation entre la migraine et l'existence de ces symptômes. Enfin, la recherche en elle-même et tout ce qui est essai thérapeutique ont traditionnellement mis l'accent sur la douleur et tous les symptômes majeurs en lien avec la migraine, négligeant souvent ces aspects sensoriels. Et tous ces éléments, pour moi, peuvent participer à sous-estimer la prévalence réelle de l'hypersensibilité sensorielle et ce qui pourrait entraîner comme corollaire un sentiment de stigmatisation des patients qui en souffrent. Et comment sensibiliser dans ce cas-là l'opinion? Sensibiliser l'opinion, c'est d'abord faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en parler, c'est dépasser les frontières. Aujourd'hui, grâce à cette association La Voix des migraineux, en Afrique, on pourra parler de migraine. Et donc, pour moi, le pilier de la sensibilisation reste le trio information, éducation, communication. Et pour atteindre ces objectifs, il va falloir fournir des ressources fiables lorsqu'on en parle. C'est partager des articles, des brochures, des vidéos qui proviennent de sources crédibles, expliquant ce que c'est que la migraine et tous les symptômes qui sont liés à la migraine. C'est pouvoir utiliser des témoignages qui sont parfois plus poignants, qui permettent d'humaniser, de concrétiser un peu ce que les patients vivent. C'est de continuer à sensibiliser à travers les médias sociaux en partageant des articles, des vidéos, des infographies. C'est de suivre et de partager un peu tout ce qui est publication de groupes de soutien et d'organisation de migraine. C'est de participer à des campagnes de sensibilisation au niveau de nos pays, au niveau régional et au niveau international.
En fait, c'est faire vraiment la promotion d'une meilleure compréhension de cette pathologie. Voilà. Merci, docteur, et à tout à l'heure pour les questions des journalistes. Floriane Boulanger, vous êtes étudiante en littérature et culture italienne. Vous avez appris très jeune que vous étiez migraineuse. À quel âge précisément et comment? Alors, oui, en effet, j'ai été diagnostiquée très tôt, à l'âge de 3 ans. Ma mère, est migraineuse et donc petite, j'ai commencé à me plaindre de douleurs à la tête et au ventre. On a été voir le médecin généraliste. Il était au courant que la migraine chez l'enfant, elle se manifeste différemment que celle de l'adulte. Donc pour vérifier que je n'étais pas juste en train d'imiter ma mère, je suis allée voir une neurologue qui, a posé un diagnostic donc de migraine et m'a donné un traitement de fond. Est-ce que vous avez souvent des crises de migraine et comment est-ce qu'elles se manifestent? Alors, j'ai au minimum 3 à 4 crises migraineuses par mois. Parce qu'il faut savoir que chez moi, presque systématiquement, une crise, c'est 3 jours. Donc je suis au moins à 12 à 15 jours de migraine par mois et donc ça fait de moi désormais une migraineuse chronique. Pour ce qui est des symptômes, bah, ça a évolué au long de ma vie. Heu, Petite, la douleur au ventre, elle s'est estompée et en parallèle, la douleur à la tête, elle a fait qu'augmenter. Pareil au niveau de la médication, je suis passée, de paracétamol à anti-inflammatoire à aujourd'hui des triptans, pour arrêter ou du moins soulager mes crises, migraineuses. Actuellement, donc j'ai des migraines, avec aura sensitive. J'ai, parmi les symptômes, le mal de tête unilatéral, très caractéristique de la migraine, mais, j'ai aussi, des troubles de l'élocution, des nausées, des rigidités musculaires, des vertiges, et surtout de l'hypersensibilité sensorielle. Vous nous donnez quelques exemples de cette hypersensibilité sensorielle? Oui, par exemple, j'ai du mal à supporter certaines odeurs, mais principalement pour moi, c'est la lumière et le bruit qui est difficile. Enfin, ça me fait mal, en fait. Par exemple, le bruit, d'une VMC, c'est insupportable pour moi. Et donc quand j'ai une crise, je suis obligée d'être dans le noir complet, le silence complet. Je peux pas avoir de distraction vis-à-vis de la douleur. Par exemple, sur mon téléphone avec la luminosité la plus basse, l'écran il est trop lumineux pour moi, ça me fait mal en fait. Et entre les crises, cette hypersensibilité sensorielle, elle persiste, hein. Oui, c'est un gros problème. Hem, Parce que je savais que c'était des symptômes caractéristiques de la migraine, mais avant que ça m'arrive, je savais pas que ça pouvait s'étendre en dehors des crises. Mhm. Et ça a des conséquences sur votre vie de tous les jours, votre vie d'étudiante, votre scolarité, votre vie sociale. Tout à fait. J'ai dû soit adapter l'environnement, soit trouver des solutions techniques pour, pouvoir continuer ma vie quotidienne. Par exemple, en cours, la lumière artificielle, des néons, heu, mais aussi, tout simplement l'écran d'ordinateur, ça me fait très mal. Ça me fatigue beaucoup, donc pour pallier à ça, je mets très souvent des lunettes, de soleil. J'ai eu le droit à pas mal de commentaires de gens qui comprennent pas, pourquoi j'arrive, en plein hiver avec mes lunettes de soleil, donc les réflexions: «Tu fais ta star» et cetera. Bon, voilà. Moi, ce qui m'inquiétait un peu plus, c'était la réaction du corps enseignant. J'avais peur qu'ils prennent ça pour de l'irrespect. Donc j'ai décidé de les contacter en amont, des cours, pour leur expliquer que ce n'était pas, un manque, d'irrespect mais en fait, c'est le problème, en fait, du handicap invisible, c'est qu'on est obligé de se justifier et dans ce cas-là, au final, de révéler des informations, médicales qui sont de l'ordre du privé, ce qu'on ne devrait pas être contraint de faire, mais bon. Et quant au volume sonore, j'utilise un casque anti-bruit. En fait, c'est quand il y a beaucoup de brouhaha derrière moi, par exemple, dans, des travaux de groupe en cours. Pour moi,
c'est pas possible de travailler si j'ai pas ce casque anti-bruit. Question très pratique. Comment on fait pour suivre un cours avec un casque anti-bruit? C'est Euh, possible ça? j'ai 2 casques. J'en ai un de chantier très classique qui isole du bruit et j'en ai un, beaucoup plus onéreux, qui, réduit le bruit ambiant, mais qui permet d'entendre la personne qui vous parle en face de vous et donc c'est ce second casque que j'utilise. Et malgré ces lunettes, malgré ce casque anti-bruit, eh ben, parfois, c'est plus fort que vous. Vous ne supportez pas ni la lumière ni le bruit. Oui, c'est des accessoires qui soulagent mon quotidien, mais ils vont pas inhiber, la fatigue ou, les crises migraineuses, quoi. Donc c'est un vrai problème parce qu'à cause de ça, je suis plus apte à assister à tous les cours et quand on est boursier, c'est un problème puisqu'on a un devoir d'assiduité. C'est-à-dire que si on n'est pas assidu en cours, on peut nous demander le remboursement de la bourse. Donc moi, dans mon cas, je suis allée voir le relais handicap, de mon université. En fait, on rencontre un médecin généraliste du service de santé de la fac et j'avais un certificat de mon médecin traitant qui expliquait en fait mes besoins et le fait que j'étais migraineuse. Et donc cette dispense d'assiduité pour raison de santé, elle m'a permis de pas être lésée à cause de mes absences et d'avoir d'ailleurs d'autres aménagements. Et c'est des aménagements qui, clairement, m'ont permis de ne pas perdre ma bourse et aussi de me diplômer en master 2. Comment réagit votre entourage à vos crises de migraine et à ses conséquences? Alors, déjà, la migraine, elle a pris de plus en plus de place dans ma vie. Donc, c'est aussi au fur et à mesure que mes proches ont vu l'évolution. Je pense notamment à mon compagnon. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et là, bah, il est de plus en plus démuni face à cette évolution. Après, j'ai la chance d'être très, très bien entourée. J'ai des gens très compréhensifs et qui me soutiennent. Mais voilà, maintenant, ça structure ma vie. Je peux plus sortir comme avant. Je peux pas aller dans un bar ou à un concert comme les gens de mon âge sans problème. Donc, je dois beaucoup prévoir mes sorties, en sachant aussi quand je suis avec des amis que je peux toujours annuler au dernier moment à cause d'une crise migraineuse. Donc, mes sorties, elles sont plus rares et je dois les préparer. Il y a une sorte de charge mentale de savoir est-ce que le lieu il est accessible ou pas pour moi. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'accessibilité PMR, qui est donc une accessibilité architecturale, mais il y a aussi l'accessibilité sensorielle. Donc, bah, moi, c'est l'intensité sonore ou la luminosité qui vont faire que je ne peux pas aller dans tel lieu, donc il ne m'est pas accessible. Au final, les conséquences, elles sont les mêmes, hein. C'est un risque d'isolement social, un moindre accès à la culture et aux festivités. Et cette migraine, elle a aussi un impact direct et important sur vos finances. Oui, comment dire? Ma migraine chronique, elle est venue s'ajouter à une situation déjà précaire, qu'elle a cristallisée, en fait, je dirais. Dans le sens où je ne peux pas travailler en 35 heures dans un travail standard, c'est pas possible et donc je ne peux pas non plus travailler à côté de mes études. En tout cas, je ne peux plus. Tout ça alors que la migraine engendre des dépenses, spécifiques. Je parlais du casque anti-bruit, mais par exemple que j'utilise en cours, il était trop cher pour moi, donc j'ai une association qui me le prête. Et puis ça pose aussi des questions d'accès, à mes droits et à mes avantages sociaux. Par exemple, quand on est boursier, au restaurant universitaire, je bénéficiais du tarif, repas à 1 €. Mais en fait, je ne pouvais plus aller au restaurant universitaire parce qu'il y avait trop de bruit. Donc j'ai dû, trouver des solutions et m'imposer avec, mon casque anti-bruit, au restaurant, universitaire pour avoir, tout simplement accès à mes droits et surtout ce qui s'est passé, c'est que moi jusqu'en juin dernier, j'arrivais en fin de droits de bourse et de logement Crous. Heu, donc j'étais dans une situation, assez, difficile, on va dire et après, plus d'1 an d'attente au lieu des 4 mois, légaux, j'ai enfin eu la réponse de la MDPH. Maintenant, je suis bénéficiaire de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé et clairement, c'est ce qui me permet de vivre,
de payer mon logement HLM étudiant et donc de poursuivre mes études. Donc cette migraine, elle complique, on l'a vu, votre vie, votre cursus universitaire, mais elle n'entame pas votre détermination. On le sent bien à travers vos propos. Comment est-ce que vous voyez votre avenir, notamment votre avenir professionnel? Alors, il y a toujours la crainte déjà de savoir si je vais être apte ou pas à travailler. Mais en attendant, j'essaie, de faire en sorte que ça arrive. Mon souhait, c'est de devenir enseignante-chercheuse, donc en littérature italienne. Pour ça, je m'étais inscrite en prépa, agrégation, l'année universitaire dernière, donc 2023-2024. Le souci, c'est que le seul traitement de fond pour la migraine qui fonctionne pour moi, il est en rupture de stock depuis octobre 2023. Bah, les conséquences, c'est que sans ce médicament, je suis impossible de composer les 3 jours d'épreuve, ni de préparer un concours aussi exigeant. Donc j'ai été, obligée d'abandonner les épreuves et de repenser mon parcours, voilà. Donc cette année universitaire, l'idée, c'est d'élaborer un sujet de thèse pour, ensuite postuler, en doctorat pour la rentrée universitaire suivante, donc 2025-2026. Puisqu'un doctorat, ça me permet une flexibilité horaire et de lieu qui est bien plus compatible avec ma santé que l'est la préparation d'un concours. Et c'est aussi une autre voie pour, l'accès à l'enseignement, supérieur, au niveau donc de l'université en tant que maître de conférence. Donc, en attendant donc de postuler, en doctorat, actuellement, je suis en service civique dans l'association étudiante, Andy Rennes 2. J'adore cette association, je suis super contente, d'y être, de participer à la sensibilisation au handicap, mais aussi plus largement, à l'entraide entre étudiants, à la lutte contre, la stigmatisation, le validisme et contre l'isolement social également des personnes en situation de handicap et aussi, de militer, pour la défense des droits des étudiants en situation de handicap. Merci Floriane pour votre témoignage. Sabine, on l'a vu à travers ce témoignage, hein, la migraine a de lourdes conséquences sur le quotidien et le budget des patients. Votre association, La Voix des migraineux, a réalisé une enquête sur le sujet. D'abord, un mot sur le but et les modalités de cette enquête. Alors, le but de cette enquête est de démontrer que la migraine, comme Floriane l'a tout à fait bien expliqué, a des conséquences non seulement sur la santé, mais aussi sur le budget des malades, sur le reste à charge, mais aussi le reste à vivre. Parce que quand on a des dépenses, ça impute le budget. Certains peuvent se le permettre, d'autres pas. Donc, on a organisé une enquête sur ce fardeau économique pour les patients. On a recueilli ce que voulaient dire les patients et on a construit cette enquête à partir de ce qu'on voulait trouver, mais aussi à partir de ce que voulaient dire les patients. Il Et fallait quels sont les premiers résultats et les principaux résultats de cette enquête? Alors, l'enquête est très riche et je pourrais en présenter que quelques-uns. Il fallait préparer cette enquête puisqu'il fallait préparer ses dépenses, regarder sur un an, hein, c'était sur 12 mois. Et on a eu quand même 785 réponses, à savoir que toutes les questions n'étaient pas obligatoires. Comme d'habitude, il y a eu plus de femmes que d'hommes, notoirement. Et parmi la gravité de la maladie migraineuse, on a à peu près un tiers de patients qui sont soi-disant pas trop migraineux, un tiers qui est migraineux sévère, c'est-à-dire entre 8 et 14 jours de crise par mois, ce qui commence à rendre très difficile la vie quotidienne, et plus de 15 jours par mois, c'est aussi un tiers. Et à partir de là, ça devient très, très compliqué de vivre et le reste à vivre reste vraiment très lourd. On a aussi demandé les régions et on peut le voir sur la carte. On a eu des réponses d'un peu partout. Il y a seulement les Antilles qui ne sont pas représentées, malheureusement. Mais toutes les régions de France sont représentées, y compris la Réunion et la Corse.
Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, théoriquement, en France, on ne dépense pas pour sa santé. Malheureusement, si, mais je voudrais souligner aussi l'errance diagnostique. Sur cette slide, vous voyez en rose les consultations, les actes médicaux qui sont logiquement dédiés à la migraine, c'est-à-dire le généraliste en premier lieu, qui normalement peut faire le diagnostic, les neurologues, on peut être hospitalisé en urgence pour une crise vraiment sévère, on peut voir un algologue, on peut aussi avoir une hospitalisation pour sevrage quand on n'a pas le choix et qu'on prend trop de traitements de crise parce qu'on n'a pas de traitement de fond efficace. Cependant, là, on constate que 50% des patients, pratiquement, voient le dentiste. On voit aussi l'ophtalmologue et tout ça, ça s'explique par les mauvaises représentations qu'on a de la cause de la migraine et qui perdurent dans le grand public, mais aussi dans le corps médical. Et comme la douleur migraineuse peut se répandre un peu partout pour des raisons cérébrales, elle peut s'étendre dans les dents. Et ainsi, de nombreux migraineux nous rapportent, par exemple, on leur a demandé de se faire limer les dents, ou de se faire arracher tous les plombs, ou de se faire arracher certaines dents au prix d'une prothèse. On voit aussi l'ophtalmologue, alors parce que, on l'a compris, on peut avoir des symptômes qui touchent la vue, alors que la vue n'est pas touchée. Et il y a aussi le fait qu'on dit toujours migraine ophtalmique, qui fait penser que la cause est la vue, alors qu'il s'agit de migraine avec aura, comme l'a expliqué le docteur de Marquet. On peut aussi remarquer que de nombreux patients consultent un psychiatre, quand même pratiquement un patient sur 5, et ça ne voudrait pas, enfin, ce serait vraiment dommage que ça démontre que la migraine est une maladie mentale, et malheureusement, de nombreux patients vivent une errance diagnostique et peuvent on a le témoignage d'une patiente qui a mis 31 ans avant d'être orientée vers un neurologue, avec des conséquences sur sa vie familiale, sur sa vie professionnelle. Elle a fait tout ce qu'on lui a dit, hein. Elle a consulté les psychiatres, les psychologues, etc., à sa charge en plus. Et c'est en déménageant, en changeant de département, qu'un médecin généraliste a eu quand même l'idée de l'orienter vers un neurologue, alors que ça faisait 25 ans qu'elle aurait dû être suivie. Et, excusez-moi. Et bien sûr, son état mental s'est aussi dégradé, mais c'est très dommage et regrettable que beaucoup de patients soient, à cause de la diversité des symptômes, parce qu'on peut arriver chez le médecin généraliste, quand on arrive à s'y traîner en pleurant de douleur, les médecins généralistes font une association avec dépression ou troubles de la personnalité, parce que voilà, il y a un monsieur qui nous a rapporté, qui racontait ses hallucinations, et le neurologue lui a dit, mais ça, c'est quand vous prenez des substances. Sinon, il y a aussi, comment dire, la migraine, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, passe pour puisqu'il y a des douleurs abdominales, des vomissements, des nausées, passe pour avoir comme cause le foie. Et à cause de cet imaginaire, de cette idée persistante, de nombreux patients n'ont pas le bon traitement, voient des diététiciens, voient des nutritionnistes, voient aussi des charlatans qui leur conseillent des régimes inadaptés qui parfois peuvent aggraver la maladie. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, je ne vais pas détailler toutes les dépenses, je vais revenir sur le reste à charge pour les actes médicaux. Alors, il y a 70% des patients qui ont eu un reste à charge, ce qui est tout à fait anormal. Certains payent 200 € le neurologue. Et sur un an, sur 12 mois, les 12 mois précédents, pour les patients qui pouvaient le payer, ça représentait 530 €. C'est quand même assez conséquent.
Alors, je vais venir aux médicaments non remboursés en France, dont les anti-CGRP, dont a parlé le docteur de Marquet. Il y a 262 patients qui ont déclaré avoir pris au moins une fois des anti-CGRP. En moyenne, ça représente 2401 euros. Le problème, c'est qu'il y a des patients qui ont dit ben, moi, j'ai pu me payer qu'un mois ou deux. Et ils ont dû arrêter parce que ben, c'était impossible pour eux, c'était pas tenable. Sinon, je ne vais pas détailler, mais il y a des dépenses de médecine pratique non conventionnelle, dont les charlatans, des frais de transport, les accessoires dont a parlé Floriane, des dispositifs médicaux. Pour vivre avec la migraine, on a besoin d'adapter, de prendre par exemple un casque anti-bruit, c'est l'équivalent d'une canne pour quelqu'un qui a des difficultés pour marcher. Sauf que dans le cas de la migraine, ça passe pour un peu voilà, hein, de l'irrespect, comme disait Floriane, où on est un peu fantasque, quoi. Donc, si on met tout bout à bout et en comptant les réponses avec zéro, les patients qui ne prennent pas pour les patients qui ne prennent pas les anti-CGRP, on arrive à une dépense annuelle de 1815 euros. Et avec les anti-CGRP, on arrive à une dépense de 4215 euros. On comprend bien que ce n'est pas à la portée de tout le monde, alors qu'en France, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a des patients qui sont vraiment dans une détresse extrême et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre ces anti-CGRP alors qu'ils ne peuvent pas les financer. Alors vous le disiez, Sabine, cette enquête, elle est très très riche avec beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Elle donne beaucoup d'enseignements et vous aurez la possibilité, vous journalistes, si vous le souhaitez, d'avoir toutes les données de cette enquête. Sabine, la migraine, elle a aussi un gros impact sur l'emploi. Vous pouvez là aussi nous donner quelques chiffres? Oui, slide suivante, s'il vous plaît. Angélique, s'il vous plaît, vous pouvez passer à la slide suivante. Bon, apparemment, on ne peut pas. Alors, comment dire, dans les absences, il y a deux catégories d'absences. Il y a les absences transparentes dont n'ont pas conscience les pouvoirs publics ni comment dire, les employeurs, parce que les patients, bah, ils peuvent pas toujours avoir un arrêt maladie, ils sont pas en état, donc ils prennent sur leur RTT, sur leur congé. Parfois, ils prennent des congés sans solde. Et c'est transparent, ils n'ont pas forcément, comment dire, d'impact sur leurs revenus, mais ça devrait être pris en compte dans le fardeau économique pour la société, parce que un employé qui manque dans une entreprise, c'est un manque de productivité, c'est du travail en plus pour les autres, ce sont des tâches qui ne sont pas réalisées. Et il y a alors environ, je crois, 24% des patients qui prennent des congés sans solde. Donc là, c'est une perte sèche. On peut constater aussi que sur la population de l'enquête, hein, où il y avait quand même pratiquement 2 tiers des patients qui étaient dans un état grave, il y en a 34% qui déclarent ne pas exercer un emploi, alors qu'au premier trimestre 2024, seuls 7,5% des actifs étaient sans emploi. Alors, on sait très bien que ces statistiques sont faussées parce que c'est les statistiques des personnes qui sont déclarées aux ACDIC et c'est sans doute beaucoup plus. Mais par rapport à 34%, même si on fait le double de 7,5, on arrive à 15 et c'est flagrant que les migraineuses ont beaucoup de difficultés à se maintenir dans l'emploi et à accéder à l'emploi. Ouais. Parce que- Donc en fait, la migraine, elle a de lourdes conséquences financières pour tous les patients. Et puis cet absentéisme, il coûte cher là aussi. Il y a des chiffres que vous m'avez donnés en préparant cette conférence de presse, des chiffres assez impressionnants, Sabine, notamment sur le coût sociétal de la migraine. Oui, j'aimerais bien voir la slide suivante parce que ça sera plus parlant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y a 84% des patients qui déclarent seulement un jour d'absence et 30% 30 jours d'absence.
Mais parmi ceux-là, il y a des jours d'absence qui ne coûtent pas à notre service de santé et à l'économie. Par contre, il y en a 67% qui déclarent au moins un jour d'arrêt maladie, souvent beaucoup plus, alors que dans la population générale, c'est 42%, hein. Vous pourrez voir les sources plus bas. Et il y en a 34% qui déclarent plus de 30 jours d'arrêt maladie. Nous, on a fait une moyenne qui est très certainement sous-estimée et on a pris aussi les données de l'INSEE. Donc, dans le salaire moyen de référence de l'INSEE, c'est le salaire journalier, celui qui sert de salaire de base pour calculer les indemnités assédiques le remboursement des jours maladie par la CPAM, c'est 159,94. Tout le monde ne le touche pas, hein. La CPAM, on ne le sait pas, mais plafonne les indemnités journalières à 52,28. Donc, on pourrait croire que finalement, ça lui coûte pas trop cher. C'est déjà pas mal. Ça lui coûte dans le privé, comme il y a 3 jours d'absence, 575. Dans le public, il n'y a qu'un jour d'absence, c'est un peu plus cher. Par contre, légalement, les employeurs sont tenus de verser au moins 90%, l'équivalent de 90% du salaire brut à leur employé qui est en arrêt maladie. Et ça représente 1 440 €, donc 2015 €, hein, puisqu'on arrive à la même chose des deux côtés. Nous, on a fait une extrapolation à partir de notre échantillon et sur la base de 14 jours d'absence. C'est la base moyenne qu'on avait, qui est très sous-estimée. Et pour les migraineux chroniques, qui représentent 2% de la population, c'est-à-dire 1,4 million, sur la base de cette extrapolation qui est vraiment très certainement sous-estimée, on arrive à 2,8 milliards d'euros de fardeau sociétal. Ouais, c'est énorme, Sabine. Peut-être, il y a Agathe Landais qui nous suit, qui demande cette précision. Combien de jours d'absence et si ce nombre, il est par mois ou par an? Est-ce que vous pourriez nous donner cette précision, Sabine? Alors, toute l'enquête, elle est basée sur une année. Donc là, c'est 14 jours d'absence sur une année. Mais comme je vous le dis, c'est en moyenne. Là, on n'a pas encore eu le temps de regarder par catégorie de malades. Même sur l'enquête que vous trouverez sur le site, vous n'aurez pas encore ça parce qu'il y avait vraiment beaucoup de données à traiter. Donc, il y a des patients qui sont en longue maladie, qui peuvent être absents toute l'année ou absents 6 mois. Ouais. Donc, Mais cette moyenne, effectivement, de 14 jours, ça veut dire déjà presque 3 semaines euh, de travail. Euh, une dernière question, Sabine, parce que l'heure tourne. Comment améliorer cette situation? Alors, j'en profite puisque Bérénice encore nous pose la question aussi. 2,8 milliards, c'est par an et c'est oui, en France, c'est ça, hein? oui, très sous-estimé, hein, c'est une estimation de l'association. Ben, justement, comment l'améliorer? Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vraiment, il y ait une enquête sur le fardeau sociétal en France. On a fait une requête auprès du Système national de données de santé. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et la seconde chose, c'est vraiment définir un parcours de prise en charge du patient migraineux pour éviter toute cette errance et toutes ces dépenses inutiles, hein. Le dentiste pour la migraine, c'est totalement inutile. Et ça, on a fait aussi une requête auprès de la HAS pour qu'il y ait un groupe de travail sur le sujet. C'est en cours, on espère que ça va être retenu. Et pour l'instant, vraiment, vraiment, l'urgence, c'est que les traitements anti-CGRP et les GEPAN soient remboursés parce que tous les jours et encore hier, j'ai eu des personnes qui sont au bord du suicide, qui ont déjà fait une tentative de suicide. Il y a une personne, on lui a dit, ben voilà, vous avez bénéficié de 2 ou 3 perfusions à l'hôpital. Là, l'hôpital n'a plus les moyens de payer. Vous n'en aurez plus. Cette personne a fait, il y a 9 mois, une tentative de suicide. Nous, on a fait une campagne de presse sur le suicide en début d'année. Ça a marqué. On va devoir recommencer parce que c'est intenable. C'est intenable. Pour Ouais, le on a du mal à imaginer qu'en 2024 en France, on en soit
Là, tous les résultats de cette étude sont à retrouver, bien évidemment sur le site internet de la Voix des migraineux et puis vous vous tenez à la disposition des journalistes, Sabine, par l'intermédiaire de l'agence The Desk pour répondre vraiment à toutes les questions sur cette enquête. Avant de prendre les questions des journalistes, on va échanger avec notre dernier invité, qui nous vient de Belgique, docteur Bolland. Vous allez nous parler d'acupuncture et de la migraine. D'abord, rappelez-nous brièvement ce qu'est l'acupuncture. Alors, l'acupuncture, c'est une discipline médicale qui a la particularité de trouver son origine à la base dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, elle vient vraiment d'une médecine millénaire. C'est une technique qui consiste à placer des aiguilles d'acupuncture sur des points bien précis du corps qui sont les points d'acupuncture, avec l'idée en fait de rétablir une circulation harmonieuse de l'énergie dans le corps et d'aider l'organisme à aller vers le processus de guérison. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, il y a énormément d'études scientifiques qui expliquent le mécanisme d'action et l'acupuncture est reconnue être efficace dans pas mal de pathologies. Alors, il est bon de rappeler que l'acupuncture est exercée par des professionnels qui sont formés sur 2 ou 3 ans, qui sont diplômés, que c'est une pratique sérieuse qui a montré aussi ses effets dans de nombreux domaines. Parlons précisément de la migraine. Qu'en est-il du traitement de la migraine? Alors, l'acupuncture a montré ses effets, je partage juste mon écran. Voilà, elle a montré ses effets dans le traitement de la migraine aussi, bien sûr. Il y a énormément d'études scientifiques. Je retournais hier sur PubMed et quand je tape acupuncture et migraine, il n'y a pas moins de 787 résultats. Dans ces études scientifiques, il y a des revues systématiques de littérature, il y a des méta-analyses qui prouvent aujourd'hui l'efficacité de l'acupuncture dans le domaine de la migraine. Je mets ici pour le public plus scientifique 3 références assez intéressantes, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Et donc, sur base de ces études et de ces références, il y a, est-ce que ça marche? Voilà, plusieurs... On ne voit pas votre écran, Claire. Ah, on ne le voit pas? Qu'est-ce qui se Moi, je passe? le vois, Ah, je le vois. Est-ce que vous le voyez comme ceci? Chez moi, il est affiché en tout cas. Moi, je d'accord. le vois, hein. Très bien. Je Nous, continue, très est-ce que tout bien. le monde Au le On voit revoir, voit? très allez-y. bien. Oui, oui. Ok. Donc, sur base de ces études scientifiques, il y a actuellement plusieurs sociétés internationales, comme par exemple la Société française de neurologie, qui reprennent dans leurs recommandations scientifiques l'utilisation de l'acupuncture comme traitement non médicamenteux des migraines. Et donc ici, je remercie d'ailleurs le docteur Demarquet qui est parmi nous. La Société française de neurologie a publié en 2021 ses recommandations non pharmacologiques et vous voyez qu'en recommandation 5, elle propose l'acupuncture comme une alternative ou un supplément au traitement pharmacologique, ceci avec un degré de recommandation forte. Quel est l'effet de l'acupuncture sur la migraine et est-ce qu'elle réduit vraiment la fréquence, l'intensité, la durée des crises? Alors oui, mais j'ai du mal à passer à ma dia suivante. Zut. Ah, là, je vais y arriver. Oui, alors en effet, l'acupuncture diminue la fréquence, l'intensité, la durée des crises. Et c'est d'ailleurs assez intéressant en consultation d'acupuncture quand je reçois les patients et mes collègues constatent la même chose. On a souvent des patients qui disent, tiens, mais c'est vraiment étonnant, à ce moment-là, j'ai eu comme un début de crise, j'aurais dû faire une migraine et en fait, elle n'a pas déclenché. Ça, c'est toujours bon signe et ça montre que l'acupuncture commence à faire ses effets. Et alors, les patients qui tiennent un calendrier de la migraine, ce qui est important et ce que le neurologue demande, vont alors vraiment concrètement pouvoir observer la diminution de ces paramètres au niveau du calendrier. Alors, il est aussi intéressant de remarquer que l'acupuncture a un effet au niveau des comorbidités qu'on peut rencontrer au niveau de la migraine. Par exemple, l'acupuncture va aider par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, par rapport aux troubles du sommeil, par rapport à l'état dépressif, on en a parlé. Et donc, elle va avoir un impact au niveau de la qualité de vie du patient aussi. On observe même des diminutions des scores d'invalidité. Sur la DIA ici, je vous ai repris un tableau de l'application CaliaPro, qui est cette application qui reprend tout ce qui est approche non pharmacologique scientifiquement validée
et qui travaille en collaboration avec la Voix des migraineux. Et donc, ces différents paramètres sont repris sur la DIA. Comment l'acupuncture agit-elle sur les mécanismes de la migraine? Alors, tout n'est pas encore élucidé, mais l'acupuncture intervient certainement de deux façons, en protégeant, en ayant une activité de protection neuronale. Et on en parlait tout à l'heure, un des grands mécanismes de la migraine, c'est qu'il y a à un moment donné une neuroinflammation. Et en fait, l'acupuncture va jouer sur plusieurs lieux de cette neuroinflammation. Vous voyez ici, on a une petite fibre afférente périphérique au niveau méningé qui normalement envoie l'information au niveau central et au niveau du complexe trigéminé sensitif. Et quand il y a migraine, vous avez ici libération, je le montre ici avec ma flèche, de médiateurs d'inflammation et notamment de ce fameux CGRP dont on parle parce qu'il est une cible thérapeutique intéressante. Eh bien, on constate que chez les patients qui font de l'acupuncture, il y aura à cet endroit-là moins de libération de CGRP. Ceci aura pour conséquence que, comme il y a moins de médiateurs de l'inflammation qui sont libérés, les cellules immunes seront moins stimulées et elles se retrouveront en moins grand nombre dans l'espace périvasculaire, avec moins de libération de médiateurs de l'inflammation tels que des interleukines, du TNF-alpha, etc. Donc, il y a vraiment une diminution de cette neuroinflammation, avec pour conséquence une réduction de la sensibilisation neuronale, dont on parlait tout à l'heure aussi, non seulement au niveau périphérique, j'essaie de remettre ma flèche, mais au niveau central aussi. On observe que chez des patients qui ont des séances d'acupuncture, il y aura moins de libération de glutamate et de BDNF-alpha qui interviennent dans la neurosensibilisation. Et il y aura aussi un impact sur tout le système endocannabinoïde, par ici, et le système de la sérotonine. Et on sait bien que le système de la sérotonine est aussi une cible médicamenteuse, et notamment par les triptans. Et donc, cette sérotonine intervient au niveau de la sensibilisation neuronale centrale. Alors, Comment il y a décide-t-on de l'approche à utiliser pour chaque patient? Est-ce que c'est la même ou est-ce que, comme pour les médicaments, il faut trouver l'approche qui convient? Alors, on s'adapte vraiment à chaque patient en fonction de son terrain. En début de consultation, on l'interroge et on va notamment l'interroger sur le type de douleur de migraine, la localisation au niveau de la tête des douleurs, mais aussi les facteurs qui favorisent les migraines, les différents symptômes qui accompagnent les migraines. On va l'examiner et sur base de tout ça et avec un raisonnement qui est propre à la médecine traditionnelle chinoise et à l'acupuncture, on décide des points à piquer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on revoit le patient en consultation, on refait le point avec lui, on voit comment ça s'est passé et on adapte de séance en séance pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, dans un instant, on va prendre vos questions, vous journalistes qui nous suivez. Peut-être une toute dernière question, Claire. Comment peut-on traiter les migraines? Enfin, est-ce qu'on peut traiter les migraines uniquement par l'acupuncture? Est-ce que c'est possible? Alors, dans l'absolu, oui, on peut, mais c'est sûr que ça dépend de la situation de chaque patient, de la sévérité de ses symptômes. Le but en général est plutôt d'associer l'acupuncture au traitement médicamenteux qui est initié par le neurologue. Et de séance en séance, on a l'idée de diminuer progressivement, si c'est possible, ce traitement médicamenteux et voir pourquoi pas l'arrêter à un moment donné. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est une approche complémentaire. C'est dans Exactement, ce oui. cadre-là que vous vous placez. Merci pour ces précisions. Alors, n'hésitez pas maintenant à ouvrir votre micro, à demander la parole. Tous nos intervenants sont là pour répondre à vos questions. Si vous avez des précisions à demander, surtout n'hésitez pas. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Qui veut se lancer? Alors, n'hésitez pas à brancher votre micro.
Parce que Vous là, je vous... m'entendez pas? Bonjour, Ça y est. excusez-moi. Bonjour Bérénice, Excusez-moi. Désolée, j'avais mis la vidéo, mais pas le son. pas de problème. Je me permets de prendre la parole, voilà, si personne d'autre veut commencer. J'avais une question sur la part des migraineuses dans les malades, puisqu'au début, il a été évoqué la manière dont la maladie est parfois présentée comme une maladie de bonne femme, enfin, ce qui est très péjoratif pour le coup. Et c'est vrai que c'est une maladie qui est souvent associée aux femmes. Et est-ce qu'on a des données sur le nombre de femmes atteintes par rapport, enfin, la proportion de femmes atteintes par rapport aux hommes? Merci. Alors, peut-être que Sabine peut vous répondre ou le docteur de Marquet. Enfin, Sabine Sabine, a l'air de votre... vouloir répondre, mais votre micro Ah, est pardon. fermé, Sabine. Ouais. Je laisse la parole au docteur de Marquet, qui est vraiment le spécialiste. C'est pas mon rôle. Docteur, Alors, effectivement, la migraine touche surtout les femmes. Hein. Il y a, en gros, on dit 3/4 de femmes et un quart d'hommes. C'est surtout vrai à partir de la puberté, puisque chez les enfants, il y a le même pourcentage de petits garçons et de petites filles. Et on sait qu'il y a un rôle des hormones, hein, les migraines, la puberté. Il y en a souvent moins pendant la grossesse, souvent moins à la ménopause. C'est pas toujours le cas, hein, donc on sait qu'il y a un rôle qui est Des important. hormones. Après, je rebondis aussi sur ce qui a été dit. C'est important de défendre les femmes, mais il y a la stigmatisation de la migraine. Et pour un patient, un homme migraineux, c'est encore plus difficile parfois de dire qu'il est migraineux auprès de son employeur. Donc, ça touche plus les femmes, mais n'oublions pas non plus que les hommes peuvent être touchés. Très bien, merci. Une autre question. question, n'hésitez pas à activer votre micro. Et sinon, j'avais une précision par rapport à la question. Oui, Floriane. C'est qu'en fait, quand on parlait du coup notamment à la puberté, enfin, moi j'étais diagnostiquée avant, ça s'était calmé, et à la puberté c'est revenu avec les oestrogènes, et notamment quand on est migraineuse, il y a la question de la pilule aussi, puisque ça vient potentiellement dérégler ou en tout cas changer le corps. Donc je sais que moi, par exemple, on m'a conseillé des pilules sans oestrogènes, enfin, ou en tout cas avec mini dosé en termes d'oestrogène pour éviter justement que ça n'empire mes migraines. Alexandra nous demande combien de séances d'acupuncture faut-il en moyenne pour espérer obtenir des premières améliorations et à quelle fréquence faut-il consulter pour cet objectif clair? Est-ce que vous pourriez Oui. répondre à Alexandra? Alors à nouveau, j'observe que c'est variable d'une patiente ou d'un patient à l'autre. Il peut arriver qu'après une séance, on ait déjà un début de résultat. On a très souvent déjà une sensation de détente. Bon, on cherche bien plus que ça dans la migraine, bien sûr. Ce que je dis en général à mes patients, mes collègues aussi, c'est que je trouve qu'en 3 à 5 séances, il faut qu'on ait envie de revenir parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on va de mieux en mieux. Après, c'est pas pour ça que 3 à 5 séances sont suffisantes. Dans les études, on parle de 6. Dans certaines études, on parle d'aller jusqu'à 8 à 10 séances, mais de nouveau, c'est vraiment variable d'un patient à l'autre. Et alors, par rapport au rapprochement des séances, de nouveau, il n'y a pas de règle bien fixe non plus. Ce qui est intéressant, c'est de rapprocher les séances au début et de faire, par exemple, au début, une séance par semaine ou voire éventuellement par 2 semaines, mais je ne dirais pas plus. Et puis, en fait, on s'adapte au rythme du patient et on trouve un rythme. Et plus ça va mieux, au plus on espace les séances. Et j'ai, par exemple, des patientes qui viennent une fois par mois, certaines une fois par 2 mois. J'en ai même une qui vient une fois tous les 3 mois et qui se rend compte qu'avec ce rythme-là, pour elle, eh bien, elle a plus ou quasi plus de migraines. Donc, c'est très variable. Autre question d'Alexandra, vous avez évoqué les médicaments anti-CGRP non remboursés en France, un des seuls pays en Europe où ils ne le sont pas. Comment expliquez-vous cette situation? Alors, bon, je vais prendre la parole et puis je donnerai la parole à Geneviève de Marquet parce que c'est un combat que nous menons ensemble avec la Société française d'études des migraines et céphalées. Comment je l'explique? Déjà, dans un premier temps, quand l'association a débuté il y a 6 ans,
La migraine, elle était totalement sous-estimée, hein. Quand on discutait avec les politiques, franchement, c'était une sous-maladie. Ensuite, il y a une particularité française, c'est que partout dans le monde, les essais cliniques se font contre placebo. C'est la norme scientifique. En France, il y a, c'est la commission de la transparence à la HAS qui évalue les médicaments pour autoriser le remboursement ou pas. Enfin, pour évaluer, elle rend un avis, hein, c'est pas elle qui décide si on rembourse ou pas. Et elle voit deux choses, l'efficacité du traitement, mais elle demande qu'il soit prouvé que ce traitement fonctionne mieux que les traitements existants. Or, comme il n'y a pratiquement pas d'enquête contre comparateur, que les anti-CGRP, en tout cas, étaient les premiers traitements spécifiques de la migraine, parce qu'avant, on avait des antidépresseurs, des antiépileptiques, c'est pas logique de comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Pour l'instant, jusqu'ici, cette commission de la transparence a donné la plus mauvaise note à tous les produits anti-CGRP. Et comme il y a, c'est même pas une loi, hein, une directive ministérielle qui date de 2017 qui dit qu'on ne peut pas rembourser un médicament qui coûte plus cher que le moins cher que le plus cher des comparateurs possibles. Tous ces médicaments-là, ils sont devenus des génériques qui sont distribués depuis 20 ou 30 ans. Ils coûtent 20 €. Les anti-CGRP, c'est quand même des injections qui demandent, comment dire, qui ont une fabrication complexe, des seringues stériles, etc. Ce sont des anticorps monoclonaux qui sont remboursés dans des tas d'autres pathologies. Effectivement, ça coûte cher, mais on les rembourse pour d'autres pathologies. Ça coûte en moyenne 250 € par mois. Et pour la migraine, pour l'instant, on n'obtient pas le remboursement. On va déposer, il y a un laboratoire qui a déposé un dossier encore pour une troisième fois. Nous, on va apporter la voix des patients pour cet ultime dossier. Mais je laisse la parole au docteur Demarquet qui va donner son avis de présidente de la Société française d'études des migraines et céphalées. Vous avez quasiment tout dit. Alors, les anti-CGRP, que ce soit par injection ou en comprimé, c'est des nouveaux médicaments qui sont spécifiques de la migraine et toutes les études ont montré que c'était efficace. Euh, il y a eu des études contre placebo qui ont montré une efficacité et effectivement, pour le remboursement, il est demandé de démontrer que ces médicaments sont plus efficaces que les anciens médicaments. Alors, les études, elles ont été faites chez des patients pourtant qui étaient en échec de traitement et le remboursement, il n'est pas demandé en première intention, mais justement dans cette population de patients qui est en échec des traitements habituels qui effectivement ne sont pas spécifiques de la migraine, hein, des antihypertenseurs, des antiépileptiques. Donc, on se bat vraiment pour qu'il y ait ce remboursement, surtout qu'il y a eu beaucoup d'études et une étude très intéressante. Si certains sont intéressés, je pourrais vous donner la référence, une étude européenne qui a montré que ces médicaments étaient beaucoup mieux tolérés que les médicaments classiques qui sont souvent arrêtés au bout de 3 mois à 6 mois en raison des effets secondaires. Et la réalité, elle est là, hein, quand les patients peuvent bénéficier de ces médicaments, leur vie, elle change. On a parlé de l'emploi, les patients migraineux, ils veulent continuer à travailler, ils veulent prendre des responsabilités. Et c'est des choses qu'on voit vraiment avec ces nouveaux médicaments. Et ils continuent ces médicaments aussi parce qu'ils sont bien tolérés. Donc, il y a vraiment une action très importante à faire. Et il y a eu des études. Alors, c'est vrai que qui coûte cher, ces médicaments, mais il y a des études médico-économiques. Là aussi, si certains veulent, je pourrais leur envoyer les références, des études médico-économiques qui sont sorties cette année en Angleterre, en Espagne et en Pays-Bas, je crois, qui ont montré qu'on s'y retrouvait finalement. C'était rentable, entre guillemets, puisque les patients, ils vont moins consommer. Ce qui a été dit tout à l'heure, hein, il va y avoir moins de passages aux urgences, il va y avoir moins d'arrêts maladie. Quand les patients sont présents au travail, ils vont être tout à fait actifs dans leur travail. Donc, en plus, ça a été montré que les migraines chroniques, ce serait rentable de les rembourser. Donc, il y a vraiment un combat qu'on mène effectivement avec la voix des migraineux pour que ces patients, comme tous les pays européens quasiment, puissent bénéficier de ces médicaments dont l'AMM date quand même de 2018, hein, d'il y a 6 ans. Mmh.
Ouais, j'ai Euh, vu quand même qu'il y a 24 pays d'Europe qui les remboursent, qui estiment que c'est justifié, que ces patients en échec des autres traitements. On ne demande pas, on dépense autant d'argent pour des patients qui ont quelques crises par mois et qui supportent les autres traitements. On le demande pour des patients en échec qui, sans ça, perdent leur emploi ou peuvent envisager voilà, de partir définitivement, de renoncer à vivre, quoi. Et ça, Juste c'est... avant de nous libérer, docteur de Marquet, parce que je crois que vous devez nous quitter dans 2 minutes, il y a Agathe qui nous demande au-delà du prix, que dit la HAS sur l'efficacité des anti-CGRP? Alors, l'efficacité, elle est reconnue hein, dans les études. Clairement, il y a pas de doute là-dessus. La question, elle est clairement économique. Mais il y a pas de remise en doute de l'efficacité. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Alors, il y a aussi pas mal de questions sur l'enquête que vous avez réalisée, Sabine. Donc, on va vous libérer, docteur de Marquet. Merci encore de votre participation à cette conférence de presse. Vous voulez rajouter un mot, un message? Je crois que je vois que si certains veulent des références, faut pas hésiter à me faire passer. Je vous enverrai tous les articles que les journalistes souhaitent. Pas de souci. Merci, docteur. Si, Euh, Sabine, il y a des questions sur comment est-ce que vous avez attribué les dépenses non justifiées par la maladie à l'errance diagnostique? Ne peuvent-elles pas être également des conséquences de l'impact de la maladie dans la vie des patients? Je pense aux consultations psychiatriques notamment. Il y a cette question-là. Et on nous demande aussi combien coûtent les anticorps par mois? 250 € par mois, est-ce que c'est le bon chiffre ou pas? Alors, oui, c'est à peu près le bon chiffre, hein. Il y en a un, c'est 250, 260, l'autre 270. Ça, c'est le prix conseillé parce que les médicaments non remboursés, en fait, les pharmacies font ce qu'elles veulent. Donc, il y en a qui font un effort dans l'intérêt des patients et il y en a qui ne se gênent pas pour demander 470 €. Donc là, on demande aussi que les médicaments qui ne sont uniquement sur prescription, le prix soit encadré parce que c'est scandaleux d'avoir besoin de voir un médecin pour avoir une prescription qui démontre que ce médicament est justifié. Et les pharmaciens, pas tous, hein, mais certains se permettent de se faire de l'argent sur la détresse et la douleur des patients. Effectivement, dans le cas du psychiatre et du psychologue, c'est aussi l'impact de la maladie qui est tellement énorme parce que les patients souffrent, mais aussi sont handicapés dans leur vie courante, culpabilisent de ne pas s'occuper de leurs enfants, de ne pas avoir une vie de couple, de ne pas avoir une vie sociale, de ne pas assurer les tâches ménagères, ils culpabilisent aussi de ne pas pouvoir remplir leurs tâches professionnelles. Et il y a aussi un aspect qu'on dit peu, c'est quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de vie digne. La première chose qu'on demande à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et c'est ce que me disent les patients. Si on répond rien, on n'est pas un acteur de la société. Hmm. Ça, franchement, c'est une sorte de déni de personne, de déni du handicap, comme comme Floriane en parle. Elle travaille beaucoup là-dessus, en tout cas dans les études. Et tous ces facteurs, oui, peuvent amener les patients à avoir besoin d'un suivi, d'un accompagnement psychiatrique ou psychologique. Mais ça ne peut pas se faire par défaut. Ça ne soigne pas la migraine. Ça accompagne les patients parce que la migraine, c'est insoutenable à vivre au jour le jour pour certains. Il y a trop d'impact, mais certains médecins savent plus quoi faire, hein, parce qu'ils ne sont pas formés, essentiellement parce qu'ils ne sont pas formés, et c'est pour ça qu'on demande une formation. Parfois, par manque de respect, par préjugé, envoie directement le patient chez le psy et ça ne sera pas une solution parce que le problème va perdurer. Il faut qu'il soit traité, il faut qu'il soit entendu dans sa douleur. Rien que le fait qu'il y ait l'étiquette, vous êtes vraiment malade, la migraine, c'est une vraie maladie. Bon, le docteur de Marquet est parti, mais il y a plein de neurologues comme ça de la Société française des migraines et céphalées qui voient pour la première fois un patient.
Et le patient leur dit, même quand le généraliste a posé le diagnostic, bon, on m'a dit que c'était la migraine, mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Je souffre trop, ça a trop d'impact sur ma vie, ça peut pas être un banal mal de tête. Et la migraine, il faut qu'on passe le message. C'est quand même reconnu par l'OMS la seconde maladie neurologique invalidante par l'Organisation mondiale de la santé. Là, moi aussi, je peux vous donner les références, hein. Il y a eu un plan pour l'épilepsie et les autres maladies neurologiques de 2022 à 2031. En France, on ne parle pas de maladie à l'Institut du cerveau, par exemple, à Paris. Alors justement, Sabine, je vous coupe parce qu'il y a encore beaucoup de questions et il y a une question sur le lien possible entre la migraine et l'épilepsie. Certaines atteintes peuvent-elles se potentialiser, par exemple un cumul PTSD et migraine, l'une favorisant l'autre, interaction médicamenteuse entre les traitements, comment établir les deux diagnostics, neuropsychiatriens, je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que c'est euh, Peut-être, peut-être docteur Bassolet? moi, Je vous c'est ai pas. vu désactiver votre micro. Oui. Alors, c'est une très belle question parce que effectivement, il existe un lien déjà du point de vue de la physiopathologie entre épilepsie et migraine. Si vous vous rappelez, dans la physiopathologie de la migraine, on a parlé de sensibilisation centrale avec ces deux systèmes-là, l'un inhibiteur et l'autre excitateur, avec une hyperexcitabilité qui va être voilà, le primum movens de cette sensibilisation centrale. C'est pareil dans l'épilepsie également. En fait, l'épilepsie, c'est justement déséquilibre également au niveau encéphalique du système nerveux central entre deux systèmes, l'un inhibiteur et l'autre excitateur, donc avec deux neuromédiateurs en particulier, le glutamate et le GABA. Le glutamate étant excitateur et le GABA étant inhibiteur. Donc on a de l'épilepsie parce qu'on a trop de glutamate. Bien sûr, il y a d'autres neuromédiateurs également. Donc déjà sur ce point-là, on peut trouver une similitude entre ces deux affections. Autre chose, comme Floriane l'a expliqué tantôt, c'est la résurgence de ces crises migraineuses à l'arrivée de ces premières menstrues. Donc, c'est le phénomène hormonal, l'œstrogène. L'œstrogène agit en fait comme un excitateur du système nerveux central. C'est un peu il mime un peu l'action du glutamate. Donc, ce qui fait que autant on peut avoir des premières crises épileptiques chez une jeune patiente qui fait ses premières menstrues, on parlera d'épilepsie cataminiale, autant on peut avoir les premières migraines chez une patiente qui vient d'avoir ses premières menstrues, on parlera de migraine cataminiale. Donc, pour tous ces éléments-là, effectivement, il y a une interaction. Aussi, au niveau des médicaments, dans le traitement de fond, il y a des antiépileptiques justement qui sont utilisés dans la migraine. Donc, oui, il y a, comment dire, des effets de certains anti-épileptiques sur la survenue de la migraine en calmant en fait la crise, surtout dans le long terme. Mélissa nous demande, est-ce que la migraine chronique est reconnue comme ALD? Alors là, c'est peut-être Sabine qui peut nous... euh, Alors, là, elle peut être reconnue comme ALD. On a des patients qui voudraient enfin, que la migraine soit reconnue d'office comme ALD. Nous, on a la position de dire que ça ne se justifie pas. Il faudrait que la migraine devienne vraiment invalidante. L'ALD n'est pas du tout justifiée. L'affection longue durée, enfin oui, affection ALD, oui. Affection longue durée en France qu'on attribue par exemple aux diabétiques, aux personnes qui ont eu un AVC, enfin aux maladies chroniques qui nécessitent des traitements lourds. C'est à peu près la définition. Or, les migraineux épisodiques qui ont un jour par an ou 2, 3 jours par mois ne justifient pas du tout de ça. Le gros souci, c'est qu'en France, on confond 3 notions, parce que la France, elle fait simple, l'ALD, l'invalidité et le handicap. Et les personnes pensent qu'en ayant l'ALD, ils seront reconnus handicapés. Ils auront cette légitimité. Or, c'est totalement faux. L'ALD, ça regarde le médical, la sécu. Même le médecin du travail, il en a à peu près rien à faire. Si on veut que son handicap et obtenir des aménagements dans l'emploi, être reconnu handicapé, c'est à la FDPH qu'il faut s'adresser. Et l'invalidité, ça concerne un peu enfin, ça concerne
la diminution de la capacité à subvenir à ses besoins en travaillant. Ça, c'est encore une autre notion. Donc, non, l'ALD, pour la migraine chronique, c'est possible, mais c'est pas d'office et ça dépend aussi du coût du traitement, essentiellement. Puis comme on sait en France, ça dépend aussi de l'humeur, des connaissances qu'a le médecin conseil de la migraine, parce que ça aussi, on a un gros travail. Et depuis que l'ASSO existe, il y a de plus en plus de patients qui sont reconnus handicapés et puis qui obtiennent l'ALD, mais c'est pas notre combat principal parce que ça n'a pas forcément un intérêt majeur. Ça a un intérêt majeur pour certaines personnes. En un mot, Sabine, il y a Julie qui nous demande comment est-ce que vous avez recruté les répondants de votre enquête? En un mot. En amont, en En un fait, mot, en un mot. en un mot, sur nos réseaux sociaux. Et nos réseaux sociaux, ceux de nos partenaires et nos adhérents, on n'a pas recueilli de mails. C'était un lien diffusé et on n'a pris aucune donnée des patients. Très bien. On va peut-être prendre une toute dernière question. Est-ce que quelqu'un veut activer son micro et nous demander encore une précision avant que l'on euh, fasse la conclusion de cette conférence de presse? Il n'y a plus de questions. Peut-être un dernier message, Sabine? Le message, c'est déjà de dire merci aux médias de nous rejoindre et merci de faire parler de la migraine. Merci aussi, parce que là, c'est notre combat principal maintenant, c'est d'obtenir le remboursement, mais aussi la formation des médecins. Voilà, parce que le gros problème, c'est surtout ça, quoi, hein, c'est que les médecins ne sont pas formés, tous les patients n'ont pas forcément besoin des anti-CGRP, mais tous ont besoin d'être bien suivis. Donc ça, vous avez un rôle très important pour nous aider pour ça et on vous en remercie infiniment. Merci Sabine, merci Floriane, merci Roland, merci Claire, merci à vous tous de nous avoir suivis. L'agence Zodesk est à votre disposition maintenant pour répondre à vos demandes d'interview, à vos recherches de témoins. Et puis rendez-vous donc samedi 14 à 16 heures pour ce sommet francophone de la migraine, 4e sommet. On compte sur vous pour médiatiser cet événement et cette cause. Merci à tous. Excellente journée.